On y est. Alors, bonjour. Ça me fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui au nom de toute l'équipe de l'IURDPM, l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal. Je m'appelle Frédéric Messier. Je suis un chargé de projet en transfert de connaissances ici, au sein de l'équipe d'une quinzaine de personnes de l'IURDPM. Bienvenue à cette conférence Place à la relève. C'est un format particulier de conférence organisée par nous, l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal. C'est une présentation qui est faite dans le cadre de la semaine de la mission universitaire du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. On dit conférence Place à la relève parce qu'elle est offerte par Élie Tremblay, qui étudie au doctorat à l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal. C'est sous la direction d'Ingrid Verdocht, qui est professeure agrégée au même département, et puis chercheuse à l'IURDPM CRIR, donc chez nous, le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, qui est le centre auquel notre IU est associé. Elle est sous une co-direction aussi d'Ingrid Verdocht et de Lisandre Labrec-Lebeau, qui est professeure associée au département des sciences infirmières à l'Université du Québec en Outaouais et chercheuse au CRIMIS. Alors, bienvenue à cette présentation, la réadaptation pour tous, pour soutenir les réflexions des professionnels et des gestionnaires. Sans plus tarder, je passe la parole à Élie. À toi la parole. Yeah. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation. Merci à l'URDPM de m'accueillir et merci à tout le monde d'être là. Donc, c'est chouette de voir autant de personnes intéressées, d'autant plus que je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui me tient à cœur, donc de l'adaptation des pratiques de la réadaptation à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres. Puis je vais le faire notamment en vous présentant des résultats d'une étude que j'ai réalisée avec mon équipe sur les besoins des orthophonistes dans l'adaptation des pratiques. Mais on a ouvert plus large la conférence, pas juste aux orthophonistes, parce que ça peut rejoindre toutes sortes de professions, de professionnels de milieux connexes. Voilà. Donc, attends, on va revenir au plan. Donc, ce que j'ai planifié comme présentation, c'est d'abord de vous offrir quelques bases théoriques, donc sur les barrières d'accès aux soins de santé, sur les communautés de SLGBTQIA+. Donc, qu'est-ce que je veux dire quand je parle de ces groupes-là? Ensuite, je vais vous présenter le gros morceau, ça va être les résultats de recherche qui vont nous permettre de mieux comprendre on en est où en ce moment dans nos milieux. Ensuite, on va passer au « et maintenant ». Donc, je vais essayer de vous outiller, vous donner quelques gestes concrets qu'on peut poser pour rendre nos milieux plus sensibles aux communautés de SLGBTQIA+. Puis, on va finir avec une période d'échange. Donc, ça y est, j'ai 2 diapositives où c'est plus des définitions que je vais vous offrir pour qu'on ait un vocabulaire commun. Donc, quand je parle d'accès aux soins de santé, je parle de toutes les occasions qui, une après l'autre, nous permettent, comme étant des êtres humains avec des besoins de santé, d'aller chercher, d'identifier nos besoins de santé, d'aller chercher, atteindre et de recevoir les soins et les services qui viennent répondre à ces besoins-là. Puis, l'accès à des soins de santé, pour que ce soit réussi, ça repose sur une suite d'interactions entre un individu, donc moi avec mes capacités qui peuvent être variables, et un système de santé qui offre des services variables, puis qui est composé de personnes intervenantes avec des compétences variables. Et quand on parle de barrière d'accès aux soins de santé, on parle de toute situation qui vient entraver cet accès aux soins de santé-là. Ces barrières peuvent être ressenties par et rencontrées par toutes sortes de groupes dans la société, mais aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux personnes et familles de SLGBTQIA+. Donc, je vais utiliser surtout 2 expressions aujourd'hui pour désigner des réalités liées à la sexualité et au genre. Je vais vous parler de diversité sexuelle et pluralité des genres ou diversité sexuelle et de genre. Et quand j'utilise ce terme-là, je fais référence à l'ensemble des êtres humains dans la variété de leurs identités et de leurs comportements liés à la sexualité et au genre. Donc, je parle vraiment de tout le monde, mais sous l'angle de la sexualité et du genre. Et quand j'utilise le mot de SLGBTQIA+, je fais référence aux personnes puis aux communautés bispirituelles, lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer, en questionnement, intersexes, asexuels, aromantiques, agenres et plus. Donc, je ne vais pas m'attarder à venir définir toutes les étiquettes ou les différents termes et concepts qui sont liés aux communautés de SLGBTQIA+, parce que ce serait possible de donner une conférence entière sur ce sujet-là. Il y a des ressources qui sont disponibles pour se former là-dessus, vers lesquelles ça me ferait vraiment plaisir de vous orienter. Puis j'ai envie qu'on aille un petit peu plus loin dans la conférence d'aujourd'hui. Mais même si vous ne comprenez pas
tous ces mots-là, tous les termes, toutes leurs nuances. J'ai confiance que vous allez être bien en mesure de me suivre. Donc, le plus important pour aujourd'hui, c'est de comprendre que ces groupes ont en commun un statut social qui est marginalisé parce qu'ils viennent s'écarter des normes de sexualité et de genre de notre culture, de la culture dominante. Je vais vous donner des exemples de barrières d'accès aux soins de santé qui sont rencontrées par des personnes et des familles de SLGBTQIA+. Puis pour rendre ça super concret, on va s'imaginer que je suis une personne trans qui rencontre les problématiques de santé suivantes. Donc, j'ai eu une chirurgie d'affirmation de genre il y a quelques semaines. Puis, post-chirurgie, j'ai du mal à bien bouger certaines parties de mon corps, à bien les bouger sans douleur, à reprendre mes activités quotidiennes. J'essaie aussi fort de modifier ma voix pour qu'elle corresponde mieux à mon identité de genre, mais là, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de ma gorge. J'ai aussi une déficience auditive qui touche les fréquences de la parole puis qui rend ça plus difficile pour moi d'explorer ma voix. Donc, je bénéficierais probablement d'un service de plusieurs professionnels de la réadaptation. Eh bien, un premier obstacle que je peux rencontrer dans mon accès aux soins de santé, c'est au niveau de l'identification de mes besoins puis des services qui existent et qui pourraient y répondre. Donc, comme individu, peut-être à cause de mes expériences personnelles, c'est possible que je connaisse bien les professions de la réadaptation, les services qui sont offerts, les besoins auxquels ces professions répondent, mais c'est aussi possible que ce soit très flou pour moi. Puis si c'est flou pour moi, puis qu'en même temps, au niveau du système, les services de réadaptation, que ce soit les services généraux ou plus transaffirmatifs, sont peu promus, que les procédures pour y accéder, les informations sur ces services-là sont complexes, mais cette espèce d'incompatibilité entre le système et moi, ça peut être suffisant pour que je n'accède pas aux services de réadaptation dont j'aurais besoin, puis que je me tourne vers d'autres alternatives. Euh, une deuxième barrière que je peux rencontrer, c'est au niveau de l'acceptabilité des services. Donc, probablement, j'ai vécu comme individu des expériences désagréables en lien avec ma transidentité, que ce soit dans le système de la santé ou ailleurs. Puis c'est possible que j'anticipe d'en vivre de nouvelles, puis que je n'ai pas envie d'aller consulter des personnes que je ne connais pas trop, puis de me mettre en situation de vulnérabilité. La barrière va être encore plus infranchissable si en parallèle, le système de santé est imprégné de la même culture dominante puis stigmatisante finalement de la société en général. Peut-être par exemple que j'ai essayé d'appeler pour prendre mon rendez-vous, mais qu'on m'a mégenré au téléphone, on m'a appelé madame ou monsieur. Donc je me suis dit, ah non, je ne vais pas mettre les pieds dans, dans ce milieu-là. Donc à ce niveau-là, la barrière est, c'est ça, est au niveau de l'acceptabilité des services. Une troisième barrière, c'est au niveau de la disponibilité puis des coûts des services. Donc, quand je parle de coûts, je parle de coûts directs comme ce qu'il faut payer pour accéder aux services, mais aussi indirects, par exemple les revenus que je peux perdre en utilisant des services de santé. Donc, peut-être que les seuls soins transaffirmatifs disponibles que j'ai réussi à identifier sont offerts dans un centre à Montréal, mais que j'habite loin de ce centre, que j'ai peu de moyens financiers, que je peux difficilement donc me planifier le transport pour me rendre à mes rendez-vous qui sont loin, difficilement m'absenter du travail aussi pour mes rendez-vous. Donc, tout ça, ça peut être des barrières. Ce sont des barrières très réelles. Puis ensuite, quatrième barrière, c'est au niveau de l'adéquation des services. Donc, peut-être que j'ai identifié mes besoins, des services qui peuvent y répondre, je trouve les services acceptables, je suis capable de me rendre à mes rendez-vous, mais que finalement, les services ne répondent pas réellement à mes besoins. Donc, une chose qui peut arriver, c'est que la relation et la communication avec certaines personnes professionnelles ne soient pas très bonnes. Peut-être que je me rends compte que certains des exercices qu'on me présente ne me parlent pas vraiment, mais je ne veux pas embêter les professionnels. Ils ont l'air d'avoir des choses à faire, de manquer de temps pour faire toutes leurs choses. Donc, peut-être que je vais hésiter à communiquer certaines informations, que ce soit des informations comme mon ressenti par rapport aux exercices ou des informations plus personnelles sur moi-même. Et à cause de ça, peut-être que c'est ça, les services ne vont pas être adéquats, ils ne vont pas parvenir à répondre à mes besoins. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de réfléchir à ces barrières d'accès aux soins de santé? Mais c'est qu'elles ont évidemment des conséquences. Donc, on peut penser à un état de santé qui est diminué parce que je vais éviter, retarder mes soins ou les soins, les services que je vais recevoir ne vont pas répondre à mes besoins. Puis, quand on regarde au niveau des populations, on se rend compte qu'il y a des inéquités de santé ou des inégalités sociales de santé, donc des différences sur le plan de la santé qui viennent pénaliser certains groupes, dans ce cas-ci, les communautés de SLGBTQIA+, par rapport à la population générale. C'est aussi important d'y réfléchir parce que ça vient affecter nos personnes patientes
Par exemple, on sait qu'il y a des co-occurrences entre l'appartenance aux communautés de SLGBTQIA+, puis certaines réalités qui sont au cœur de nos professions. Je pense à l'autisme, par exemple, les personnes autistes, peut-être parce qu'elles tendent un peu moins à se conformer aux normes de notre société, sont plus souvent de SLGBTQIA+, que la population générale. Je pense aux personnes âgées aussi de SLGBTQIA+, qui ont vécu des barrières d'accès aux soins de santé à travers leur vie, du stress à travers leur vie lié à leur statut minoritaire, entre autres, puis qui seraient plus à risque de déclin cognitif, par exemple, que la population générale. Puis, même si, c'est ça, ça concerne nos patients, qu'il y a des fortes co-occurrences avec certaines réalités au cœur de nos professions, mais c'est possible qu'on ait malgré tout l'impression que c'est rare qu'on rencontre des personnes de SLGBTQIA+, parce que finalement, c'est un facteur identitaire qu'on peut dissimuler. Donc, des fois, on peut avoir comme la fausse impression qu'on ne croise pas vraiment de personnes de SLGBTQIA+, ou que ça nous concerne moins. Puis, pourquoi est-ce qu'on y réfléchit aussi? C'est que c'est dû à des facteurs modifiables. Donc, il n'y a pas de raison naturelle fondamentale qui fait en sorte que moi, comme personne de SLGBTQIA+, je suis tenue d'avoir un moins bon état de santé que d'autres personnes. Donc, c'est vraiment dû plutôt à des facteurs qui sont sociaux, culturels, structurels, donc des facteurs sur lesquels on peut jouer. D'où la question et l'intérêt de se demander, on en est où dans nos milieux, puis comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour atténuer les barrières. Donc, on en arrive aux résultats de recherche. Donc, avec mon équipe, je me suis demandé, mais c'est quoi les besoins qui sont ressentis par la communauté orthophonique franco-canadienne quant à la pratique sensible à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres? Donc, c'est un projet que j'ai réalisé en collaboration avec, c'est ça, Ingrid Vertoc, Lisanne Labrec-Lebeau. Puis, on a fait une étude par sondage, l'étude de l'orthophonie pour tous. On a diffusé notre sondage en ligne en 2022-2023 sur 6 mois, puis on a obtenu 140 réponses de personnes au Canada. Donc, c'est ces réponses-là dont je vais vous parler aujourd'hui. On avait à peu près 80 de personnes orthophonistes, 20 de personnes étudiantes. Donc, on avait ouvert aux personnes étudiantes aussi qui ont des stages, qui connaissent les milieux, puis qui ont des choses, qui voient les pratiques, qui ont des choses à en dire. Je ne vais pas m'étendre énormément sur la méthodologie parce que je veux prioriser les résultats puis les actions inclusives que ces résultats appellent, mais je vais juste dire que, on a exploré ça avec des questions fermées et des questions ouvertes, puis qu'on est venu explorer les besoins au niveau de trois dimensions. Donc, la dimension qui nous intéressait le plus, c'était celle de la pratique clinique, c'est-à-dire les actions que les orthophonistes et les stagiaires mettent en place ou aimeraient mettre en place pour être sensibles à la diversité sexuelle et la pluralité des genres, parce que ces actions viennent jouer assez directement sur les expériences des personnes patientes et donc sur le maintien ou la réduction des barrières d'accès aux soins de santé. Mais pour que les orthophonistes puissent avoir une pratique sensible, ou tout professionnel puisse avoir une pratique sensible, ça demande d'avoir un soutien organisationnel, par exemple de nos milieux de travail, et aussi d'avoir une certaine réflexivité, un certain nombre de connaissances. Donc, on a aussi exploré ces autres dimensions-là. Donc, les résultats. Pour ce qui est du soutien organisationnel, du soutien reçu des milieux de travail, ce qui ressortait, c'était que, selon les dires des orthophonistes, il y avait une certaine inclusivité en apparence dans les milieux, dans le sens où il y avait peu de remarques homophobes ou transphobes qui étaient rapportées. La majorité des orthophonistes, des personnes répondantes, disaient qu'ils ne pas en entendre beaucoup dans leur milieu, qu'il y avait des personnes ouvertement de SLGBTQIA+ dans leur équipe. Donc ça, pour plusieurs personnes, c'était des signes d'inclusivité. Mais par contre, dès qu'on essayait de creuser des actions un petit peu plus directes ou actives des milieux, là, on se rendait compte qu'il y avait peu de soutien explicite, du moins qui était rapporté par nos personnes répondantes. Donc, la majorité des gens disaient qu'il n'y avait pas dans leur milieu d'exigence à avoir une pratique sensible à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres, qu'il n'y avait pas de politique antidiscriminatoire spécifiant l'orientation sexuelle et le genre, ou que la politique existait mais n'était pas vraiment visible, pas vraiment connue. Qu'il y avait peu de formulaires ou de matériel sensible à la diversité sexuelle et de genre dans leur milieu. Il n'y avait pas de salle de bain non genrée clairement indiquée, pas d'encouragement particulier à suivre des formations sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Donc, c'est ça. Au niveau des milieux de travail, on dirait que c'est
très passif comme soutien et assez peu actif, alors qu'on aurait besoin d'un petit peu plus de soutien. C'est ce qui ressortait des orthophonistes pour aller de l'avant. Au niveau de la réflexivité puis des connaissances des professionnels, des orthophonistes, ben là, on n'était pas face à une absence absolue de réflexivité ou de connaissances. Au contraire, les orthophonistes, en majorité, avaient d'assez bonnes connaissances générales auto-rapportées sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Par exemple, c'est quoi les concepts et les termes qui se rapportent à la diversité sexuelle et la pluralité des genres? Ben, la plupart des gens disaient quand même le savoir. Tu sais, c'est quoi l'orientation sexuelle? C'est quoi l'identité de genre, l'expression de genre? Les gens savaient qu'il existait différents pronoms neutres. Voilà, mais dès qu'on rapportait, dès qu'on mentionnait le mot orthophonie dans la question, ben là, ça changeait un petit peu ça changeait les réponses. Donc, il y avait une méconnaissance des enjeux plus spécifiques à la profession. Par exemple, c'est quoi les besoins en orthophonie des personnes de LGBTQIA+, c'est quoi les barrières d'accès aux soins rencontrés par ces personnes en orthophonie. Donc, c'est comme si on avait d'assez bonnes connaissances générales ou un petit peu théoriques, mais qu'après ça, il y avait une espèce de flou sur comme qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi dans ma pratique professionnelle. Puis, au niveau de la pratique clinique, ben là, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails pour ces résultats-là. Les résultats permettent de répondre à 2 questions. Donc, dans un premier temps, les besoins sont de quelle ampleur? Là, pas de panique, je vais vous montrer un diagramme à bandes, mais sans vous dire les bandes correspondent à quel énoncé tout de suite, parce que l'idée, ça va juste d'avoir une impression de la taille des besoins en regardant le diagramme, en regardant les bandes du diagramme. Puis, ça va être dans un deuxième temps qu'on va venir s'intéresser à la nature des besoins. Donc là, on va venir ouvrir la boîte puis on va regarder les réponses obtenues à certains énoncés plus spécifiques. Donc, pour l'ampleur des besoins, ben, on a proposé aux orthophonistes puis aux stagiaires qui répondent à notre sondage 12 actions à visée inclusive. Par exemple, ben, utiliser du matériel avec des personnages diversifiés, intégrer l'écriture inclusive dans mes documents. Puis, on leur a demandé, est-ce que selon vous, c'est important que les orthophonistes posent ces actions-là, fassent ces gestes-là? Donc, on les questionnait sur les pratiques qui étaient souhaitées. Puis, pour chacune des 12 actions, ben, elles ont toutes été jugées plutôt ou tout à fait importantes à réaliser par une majorité de personnes répondantes. Donc, c'est ce qu'on voit sur le diagramme. Donc, nos bandes en mauve foncé, c'est les tout à fait importants. En mauve pâle, c'est le plutôt important. Puis, on avait quatre niveaux. Donc, sinon, s'il y avait plutôt pas important, puis pas du tout important. Mais là, on voit que nos réponses positives sont tout le temps, on a tout le temps au moins une majorité des gens qui jugent que c'est plutôt ou tout à fait important de réaliser ces 12 actions. Mais quand on demandait, ben, est-ce que ces 12 actions-là, ce sont des choses que vous faites dans la pratique en ce moment? Mais là, il y avait seulement 4 des 12 actions qu'on a proposées qui étaient souvent ou presque toujours réalisées par une majorité de personnes répondantes. Donc, en rose foncé, là, ici, on a les gens qui disent c'est quelque chose que je fais presque toujours. En rose pâle, c'est quelque chose que je fais souvent. Euh, Ce qui veut dire que si on met en relation notre mauve avec, le rose avec le mauve qui est devenu du gris dans le petit graphique, ben, on se rend compte qu'il y a des écarts à combler importants entre ce qui est fait et ce qui est souhaité. Donc, on a des écarts pour toutes les actions sauf une. Je vais vous dire laquelle dans quelques instants. Puis, les écarts sont parfois très grands, allant jusqu'à 84 entre ce que je juge, mais ce qui est fait actuellement, puis qu'est-ce que je juge ce qui serait important qu'il soit fait dans les milieux. Voilà. Puis pour la nature des besoins, on va ouvrir la boîte, puis on va regarder ensemble mes 4 énoncés que j'ai choisis parce que je les trouve pertinents vu qu'ils viennent toucher à plusieurs professions. Donc, qui est pas juste on avait certains énoncés qui étaient plus spécifiques à l'orthophonie. Ceux-là sont plus larges, puis concernent toute la gestion, puis la question des pronoms, puis des accords d'usage. Donc, une chose qu'on a demandé aux gens, c'est un énoncé qu'on a soumis, c'est « Je respecte les volontés puis la confidentialité des patients en lien avec leurs pronoms, accords et prénoms d'usage. » Donc là, si on regarde la bande en mauve, on voit que ben, il n'y a pas vraiment de débat, c'est assez unanime. Donc, on avait 99 des gens qui nous ont dit « Oui, c'est tout à fait important de faire ça » ou plutôt important que les orthophonistes respectent les volontés et la confidentialité des personnes patientes. Puis là, en pratique,
Mais ça, c'est l'énoncé pour lequel on n'avait pas de besoin d'écart entre ce qui est fait et souhaité. Parce que 100% des gens qui ont répondu sur l'échelle à 4 choix de réponse ont dit ben oui, c'est quelque chose que je fais souvent ou presque toujours. Mais les gens pouvaient aussi dire ben ça ne s'applique pas à moi, je ne sais pas, puis je préfère ne pas répondre. Puis là, de l'ensemble des réponses, on a eu un 38% de non applicables, sur lesquels on peut se questionner quand même. Donc, une chose qui est intéressante avec cette question, c'est qu'il y a un enjeu de désirabilité sociale qui est assez forte. Là, on s'entend qu'il n'y a personne qui a envie de dire non, moi, je ne respecte pas les volontés et la confidentialité des personnes patientes. C'est ça. Mais malgré ça, on peut questionner le pourcentage de non applicables. Puis en commentaire, les gens expliquaient le non applicable, surtout en disant des choses comme ça m'est jamais arrivé de recevoir des volontés explicites d'une personne patiente sur cet aspect-là. Donc, cette question-là et ces résultats-là sont vraiment intéressants à mettre en relation avec un autre énoncé qu'on a proposé qui était je donne l'opportunité aux personnes patientes de me faire part de leurs pronoms, accords et prénoms d'usage. Donc là encore, c'était quasi unanime sur l'importance de faire ça. Donc 99% encore des gens ont dit c'est tout à fait important ou plutôt important que les orthophonistes donnent cette opportunité-là. Mais on avait seulement 20% de gens qui disaient ben oui, moi je le fais souvent ou presque toujours. Donc, ça nous donnait un écart assez immense de 79% entre ce qui est fait et ce qui est souhaité. Donc, un écart à combler dans notre pratique, un gros besoin. Une des façons de donner cette opportunité-là aux personnes patientes, c'est comme professionnels, à moins d'être nous-mêmes de SLGBTQIA+, puis de craindre les impacts de divulguer ça, c'est comme professionnels de nous venir préciser d'emblée nos propres pronoms puis accords d'usage. Puis quand on questionnait les orthophonistes sur cette action-là, là, on avait 68% des gens qui disaient oui, c'est plutôt ou tout à fait important de poser ce geste. 25% des gens qui disaient je pose ce geste. Mais c'est ça, c'est la deuxième action des 12 à avoir reçu le moins d'appui quant à son importance. Puis, ça me soulève des questions. Puis moi, j'ai comme 2 hypothèses à la lecture des commentaires que j'ai reçus. Fait qu'une hypothèse, c'est que le but de cette action, le but de venir préciser nos propres pronoms et accords d'usage comme professionnels, dans notre signature de courriel, par exemple, est peut-être mal comprise. Parce qu'il y avait des gens qui disaient comme, je ne vois pas la pertinence de faire ça, tu sais, mes pronoms sont traditionnels. Sauf que dans le fond, le but de le faire, même quand on a des pronoms traditionnels, puis que l'autre personne pourrait deviner nos pronoms, c'est de donner l'occasion aux personnes patientes puis aux autres de mentionner leurs propres pronoms et accords, parce que ça donne comme une occasion naturelle, tu sais, de pouvoir rebondir sur, ce qu'on a initié. Puis une autre hypothèse, c'est que ce geste de préciser nos pronoms et nos accords d'usage fait peut-être un peu peur parce que ça demande de venir se mouiller finalement, de venir prendre une position. Parce que dès que je mets mes pronoms ou mes accords d'usage dans ma signature de courriel, minimalement, je vais être identifiée comme une personne qui est alliée des communautés de SLGBTQIA+. Puis là-dessus, on a plusieurs personnes répondantes qui disaient c'est important que ça reste un choix personnel de préciser nos pronoms puis nos accords d'usage parce que c'est inconfortable de le faire. Puis d'autres qui étaient comme il n'y a personne dans mon milieu qui le fait, donc ce serait inconfortable pour moi de préciser mes pronoms et mes accords d'usage. Puis je pense pas qu'il y a personne qui est d'avis qu'on devrait obliger tout le monde à préciser leurs pronoms puis leurs accords d'usage. Mais si on ne pose pas des gestes comme celui-là pour donner l'occasion aux personnes patientes de communiquer leurs pronoms et leurs accords et leurs préférences, ça met toute la charge, tout l'inconfort de la divulgation sur les épaules des personnes puis des familles de SLGBTQIA+. Donc, ça vient contribuer aux barrières d'accès aux soins de santé. Là, notre action qui a reçu le moins d'appui quant à son importance, c'était une action un peu plus orthophonique, mais qui est celle d'aborder des pronoms diversifiés comme "yel", "i", etc. quand notre objectif thérapeutique concerne les pronoms, parce que là, il faut savoir que les orthophonistes travaillent des fois sur l'acquisition des pronoms, puis du genre grammatical féminin et masculin. Puis là, on avait 55 % des personnes qui se sont prononcées sur l'importance, qui ont dit oui, c'est important. Mais on avait un 35% globalement qui disait je ne sais pas, puis qui se questionnaient dans les commentaires, est-ce que c'est vraiment notre rôle de faire ça? Puis, en pratique, conséquemment, on avait peu de personnes qui posaient cette action-là. Il y a quand même 5% des gens qui ont dit le faire, mais en précisant, par exemple, je le fais si les pronoms sont utilisés par l'entourage, donc si ça a une
une pertinence c'est très pratique pour l'enfant de l'apprendre. Voilà. Puis, je vais vous parler aussi un petit peu un peu plus en profondeur des commentaires qu'on a reçus, donc des témoignages qu'on a reçus dans le sondage. Puis pour moi, ce qui ressortait, c'était vraiment que la sexualité puis le genre, ben, c'est un site de divergence, des fois ben, entre les professionnels, de tensions professionnelles, donc dans notre pratique, mais aussi d'action. Puis là, je m'explique. Donc, pour la question ben, des divergences entre professionnels, ben, il y avait entre autres des divergences sur la question de la responsabilité professionnelle. Donc, on avait des gens qui nous répondaient, qui nous disaient, ben, on a vraiment le devoir de s'informer, de se former à ce sujet-là. Et à l'inverse, on avait des personnes qui étaient comme non, ça n'a pas rapport du tout, l'orientation sexuelle, ça n'a pas rapport dans le traitement des gens en orthophonie. Pour référer en psychologie, sinon, l'orientation sexuelle, ce n'est pas une conversation pertinente à avoir dans nos professions. Donc, on voyait qu'il y avait quand même des points de vue très forts, opposés, beaucoup de personnes entre les deux qui ne savaient pas trop comment se positionner non plus. Donc, on a cette espèce de polarisation sociale qui est présente dans notre société, mais qui se retrouve évidemment dans notre communauté professionnelle aussi, parce qu'on est des êtres humains, des êtres sociaux. Donc, voilà. Une autre chose qui ressortait, c'était au niveau des tensions comme, c'est ça, à l'intérieur, qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, il y avait des gens qui étaient un peu déchirés par différentes tensions, dont la suivante. Donc, d'une part, les enjeux comme ceux de la sexualité et du genre dans nos professions, mais ce sont des enjeux qui sont fondamentalement intersectionnels parce que la sexualité puis le genre, ben, ça n'existe pas de façon indépendante à d'autres réalités. Ça n'existe pas de façon indépendante à l'âge, à la capacité, au handicap, à la langue, aux habiletés linguistiques, etc. Mais les orthophonistes se retrouvaient souvent à les traiter ou à devoir les traiter de façon finalement unidimensionnelle pour différentes raisons. Soit c'était parce qu'elles eux-mêmes percevaient comme une opposition entre des enjeux de sexualité, de genre et d'autres luttes liées à des facteurs identitaires. On avait des commentaires comme « je vais jamais utiliser l'écriture inclusive »,« pensez aux personnes dyslexiques ou avec un trouble de langage, elles sont déjà assez en difficulté ». Ben, une perspective comme celle-là, c'est dommage, mais ça implique qu'il y aurait comme aucune personne dyslexique ou avec un trouble du langage en faveur de l'écriture inclusive ou que ces personnes-là seraient rares, des sortes d'aberrations, alors qu'en fait, ces personnes-là existent. Puis, mais cette perspective-là est quand même très réductrice aussi de nos personnes patientes. C'est comme si elles ne pouvaient pas porter plusieurs identités en même temps ou avoir un avis sur le monde qu'elles veulent. Donc voilà, des fois, ça venait de cette espèce de perception d'opposition entre des enjeux. Puis d'autres fois, ben, les gens voyaient que c'était des réalités intersectionnelles, voyaient qu'il y aurait façon de concilier tout ça, mais que finalement, il y avait des ressources limitées en temps, en énergie. Il y avait des gens qui nous disaient, ben, j'ai plusieurs besoins de formation plus pressants en lien avec les clientèles que je côtoie davantage. Donc, je me sens super mal d'énoncer ça, en fait, mais parce que j'ai l'impression de mettre de côté une population qui est déjà en retrait ou moins représentée. Donc, ça, pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'on a besoin de soutenir les professionnels qui ont envie de faire mieux, de créer les conditions gagnantes pour qu'elles puissent agir puis traiter les réalités intersectionnelles et complexes qu'elles ont devant eux d'une façon qui reflète cette intersectionnalité puis cette complexité-là. Mais ouais, ce qui est chouette, c'est que même avec ces divergences, même avec ces tensions, ben, il y a plein de professionnels puis de milieux qui osent agir puis qui passent à l'action. Donc ici, on voit une portion d'un visuel qu'on a créé pour nos réseaux sociaux autour de l'énoncé « Je tiens compte de la diversité familiale dans ma collecte de données et dans mes interactions ». Puis par rapport à cet énoncé, bon, on a plusieurs personnes qui ont été capables de nommer des stratégies qu'elles utilisent déjà. Par exemple, ben, j'utilise des formulations ouvertes comme « C'est qui vit avec l'enfant à la maison ?» Ou j'ai eu la réflexion avec mon équipe de modifier les formulaires qui emploient des termes comme « père » ou « mère ». Donc ça, c'est chouette. Puis le partage de ces stratégies-là entre collègues, puis à d'autres personnes, mais ça peut inspirer les personnes qui font un petit peu moins comment faire, puis qui sont un petit peu plus au début de leur processus de réflexion. Voilà. Donc, on en arrive au « et maintenant ». Qu'est-ce qu'on fait avec ces connaissances-là, ce savoir-là? Mais c'est certain que ce que je propose, si on veut réduire les barrières d'accès aux soins de santé, c'est qu'il faudrait tendre vers des soins de plus en plus affirmatifs.
Ce que je veux dire par une approche de soins affirmative, ben, c'est ça, je parle d'une approche, d'une espèce d'ambiance qu'il faut créer. Puis il n'y a pas de méthode spécifique ou de façon de faire ouais, très claire pour y arriver, même si je vais vous donner quelques gestes concrets qui peuvent être posés, inquiétez-vous pas. Mais voilà, c'est plus une approche. Puis là, il y a plusieurs comme principes à cette espèce d'approche. Donc, à commencer par reconnaître le fait que chaque personne est experte de sa sexualité et de son genre, que chaque personne reste en contrôle de ce qu'elle veut divulguer sur elle-même, à qui et quand. Donc, il faut s'assurer que ce soit vrai, ça, dans nos milieux. Bon, à la lumière des résultats du sondage, d'après moi, c'est ça, il y a certains besoins, mais ils sont peut-être moins ressentis comme tels, par les orthophonistes, par les personnes répondantes. Hem, c'est ça, dans le sens où on est plus avec ces principes-là du côté du respect de l'autre, du respect de l'autre personne. Là où il y a plus besoin d'aide, puis où il faut s'améliorer, c'est au niveau d'aller au-delà, comme personne intervenante et comme milieu, d'aller au-delà de la tolérance à la diversité, par exemple en communiquant activement que toute orientation sexuelle et toute identité de genre serait comprise et acceptée, et en offrant des occasions aux personnes patientes d'exprimer qui elles sont. Donc, je vais plus vous donner des pistes à ces niveaux-là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour communiquer que toute identité serait comprise ou acceptée? Ben, on peut passer par notre environnement physique et numérique. Par exemple, offrir des indices visuels d'inclusivité, que ce soit des affiches, des autocollants, des dépliants, des magazines qu'on laisse traîner dans la salle d'attente, du matériel d'intervention, des œuvres d'art sur les murs. L'important, c'est qu'une diversité de personnes puisse se voir représentée dans le milieu, puis c'est ça, dans l'environnement physique et puis aussi numérique, par exemple sur le site web. D'afficher une politique antidiscriminatoire, mais la politique antidiscriminatoire du milieu dans les lieux communs, par exemple les salles d'attente, ça peut être une bonne idée de la rendre accessible sur Internet. Puis si elle n'existe pas, ben, de soutenir son élaboration, ce serait un bon pas un bon pas dans la bonne direction. Sinon, ben, toute la question des toilettes non genrées et universellement accessibles, ben, c'est quelque chose qui est important pour les personnes trans et non-binaires, d'avoir accès à des toilettes non genrées puis universellement accessibles. Euh, donc, s'il y en a dans le milieu, ben, c'est important de les signaler clairement. Puis, si elles n'existent pas, de venir soutenir, promouvoir, travailler à leur aménagement. Euh, une chose sur laquelle on peut appuyer comme professionnel de la réadaptation, c'est que ça bénéficie pas juste aux personnes trans et non-binaires d'avoir des toilettes non genrées, ça bénéficie à d'autres groupes, puis c'est utile pour d'autres situations aussi. On peut penser à un couple hétérosexuel, par exemple, dont il y a des personnes qui est en perte d'autonomie, puis qui bénéficieraient de pouvoir finalement aller dans la même salle de toilette et non de devoir se séparer. Donc voilà, si ça peut être un levier pour essayer de soutenir leur aménagement. Puis entre-temps, s'il n'y a pas de toilette non genrée, bien de nommer aux personnes patientes que toute personne peut aller dans la toilette où elle se sent le mieux. Bien, ça peut être c'est une bonne chose à faire. Heu, ensuite, au niveau ouais, ben, on peut communiquer que toute identité serait comprise ou acceptée plus avec nos mots, que ce soit avec les personnes patientes ou aussi dans notre collaboration avec d'autres professionnels. À l'écrit, c'est certain que je recommanderais d'utiliser l'écriture inclusive. Quand je parle d'écriture inclusive, je parle, de formulation épicène, par exemple, la direction, qui a l'avantage d'exclure personne, mais aussi, d'intégrer, quelques néologismes. Ça, c'est comme des espèces de mots inventés. Par exemple, les directeuristes ou les directeurs. Donc, on voit que c'est ni féminin, ni masculin. Ben, c'est comme un peu les 2 et autre chose en même temps. Puis les doublets abrégés, par exemple, les directeurs, point ou point médian, is. Voilà, parce que les néologismes et les doublets abrégés permettent de rendre visible la diversité des personnes dont on parle, donc de venir vraiment affirmer les identités, pas juste ne pas exclure.
Puis, comme professionnel de la réadaptation, mais c'est certain qu'on se soucie aussi de l'accessibilité de l'écriture. Donc, on peut essayer d'encourager les avancées technologiques, puis de rester à l'affût de ce qui existe, comme des extensions web qui sont créées. J'ai vu passer l'extension web Leia qui permet de retirer l'écriture inclusive pour permettre aux outils c'est ça, aux outils de lecture que certaines personnes avec un handicap visuel utilisent de ne pas rencontrer de problème, c'est ça, au niveau de la lecture. Voilà. Et en cas d'erreur, quand on communique oralement, ben, une chose qu'on peut faire si on se trompe sur les pronoms de quelqu'un, par exemple, ben, c'est de s'excuser brièvement ou si c'est nos collègues qui se trompent, ben, de corriger poliment nos collègues, de les reprendre poliment. Parce que quand on s'excuse, quand on corrige ou on reprend poliment, ben, c'est un signe, ça envoie le signal qu'on prend nos responsabilités puis qu'on prend ça au sérieux, de venir accepter puis affirmer toutes les identités. Et des exemples d'actions qu'on peut poser pour offrir des occasions à la personne d'exprimer qui elle est. Mais ça peut être vraiment de passer par les formulaires. Donc, c'est chouette si les formulaires peuvent inclure des questions sur le prénom légal et usuel, les pronoms, les accords. Donc, pas des questions obligatoires, mais le fait que les cases sont là, c'est ça qui est chouette parce que je peux choisir de les utiliser puis de le préciser. Inclure des questions sur l'identité de genre aussi, et non seulement le sexe biologique ou assigné à la naissance ou légal. Puis des questions sur les personnes significatives d'une façon assez ouverte, pour ne pas assumer qu'il y a certaines relations qui devraient être plus importantes que d'autres dans la vie de la personne. Ensuite, pour ce qui est de la communication avec les patients, ben, on peut effectivement préciser nos propres pronoms puis accords dans le respect de nous-mêmes. Poser des questions ouvertes dans notre collecte de données, puis s'assurer que nos questions soient aussi toujours utiles aux soins, dans le sens où on ne veut pas tomber dans la curiosité personnelle. Mais c'est ça, les questions ouvertes donnent l'opportunité aux gens de s'exprimer. Puis, ben, une chose, un geste très simple qu'on peut poser, mais ben, c'est d'écouter activement. Parce que, par exemple, ça m'arrive dans certains contextes que ben, l'autre personne n'a pas précisé ses pronoms, donc il n'y a pas eu comme de circonstances qui invitent à ce que je précise les miens, puis on m'a pas particulièrement, il n'y avait pas de formulaire, fait que j'ai pas pu préciser mes pronoms à l'autre personne. Mais en parlant de moi-même, je vais quand même utiliser les accords neutres, des formulations épicènes, par exemple, ou des néologismes. Puis ça, c'est génial après ça, quand l'autre personne est capable de comme saisir qu'il y a quelque chose, soit de le reprendre, soit de me demander en privé ou discrètement, mais comment j'aimerais qu'elle s'adresse à moi. Donc, d'écouter activement, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Puis là, ça va être mon moment de auto-promotion. Donc, l'orthophonie pour tous, ben, on est une équipe qui sommes passionnés et qui avons l'ambition, par la recherche et par le transfert de connaissances, de soutenir la création d'une société inclusive de tous, en portant un regard particulier sur l'intersection entre la diversité communicationnelle et la diversité sexuelle et de genre. Donc, pour le volet plus transfert de connaissances, ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'on a un site web qui est vraiment cool. On a une boîte à outils qui est non exhaustive, dans le sens où on y met surtout nos coups de cœur, qui est évolutive, qui est collaborative. C'est ça qui est bien fourni. Donc, je vous invite à aller la consulter. On a sous l'onglet rayonnement, souvent, je dépose les contenus que je crée pour différents événements, par exemple des présentations PowerPoint. Donc, ça peut donner une occasion d'aller se former sur différentes choses, puis d'apprendre. Dans notre page, on a une page publication où il y a des billets de blog, un glossaire, des articles, des rapports sur ces thématiques-là. On a une page aussi Rejoindre le mouvement où il y a des pistes plus concrètes d'action, puis des façons de s'impliquer aussi qui sont décrites. Voilà, donc le petit code QR mène à la page d'accueil ici de notre site web. Puis pour rester à l'affût, ben, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. À l'Orthophonie pour tous, on est sur Facebook et Instagram. Puis sinon, vous pouvez aussi vous abonner à notre infolette sur la page d'accueil de notre site web. Si vous descendez un peu, il y a l'option pour s'abonner, une petite case, un petit truc à remplir pour s'abonner à l'infolettre. Puis pour le volet plus recherche, ben, mon
la prochaine chose qui est prévue pour moi dans le cadre de mon doctorat, la prochaine étude que je vais faire, je vais venir m'intéresser à comment est-ce que les réalités de sexe, de genre, de sexualité et d'intimité viennent croiser l'orthophonie et le handicap de la communication. Donc, c'est intéressant d'essayer d'aller creuser plus en profondeur, c'est quoi le rôle de chacune de nos professions dans la création de ces réalités-là. Pour faire ça, je vais utiliser une approche sociologique et des méthodes de une recension des écrits et des entrevues. Puis si je vous dis ça, c'est que j'espère pouvoir compter sur vous pour m'aider aussi dans le recrutement, puis pour pouvoir continuer à avoir des gens avec qui réfléchir à ces questions. Donc, les entrevues, ça va être avec, je ne l'ai pas précisé, mais avec des personnes patientes de la diversité sexuelle, pluralité des genres, donc tout le monde. Puis aussi des personnes professionnelles, des familles. Voilà. Donc, on en arrive à la période d'échange. Ça va être le moment de poser vos questions. Puis aussi, je serais très intéressée si vous voulez répondre aux miennes. Donc, on peut aussi en profiter pour discuter, dans le sens où je serais intéressée de savoir de quelle manière est-ce que ces résultats de recherche rejoignent ou non vos expériences, puis aussi de quelle manière est-ce que vous avez envie d'apprendre puis de poursuivre les échanges. Voilà.